Avant de commencer cette histoire, je dois vous prévenir. Ce que vous allez entendre est absolument terrifiant. Trois jeunes étudiantes pleines de vie, une invitation qui semblait inoffensive, un week-end qui devait être inoubliable, et qui l'a été, mais pour les pires raisons imaginables. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire glaçante de Clara, Sophie et Emma. Trois meilleures amies qui ont accepté une invitation mystérieuse. Deux d'entre elles n'ont jamais été retrouvées. Et celle qui est revenue n'est plus jamais redevenue la même. Et surtout, restez jusqu'à la fin, car la vérité sur ce qui s'est vraiment passé ce week-end-là va vous glacer le sang jusqu'aux os. Alors, installez-vous confortablement, éteignez les lumières si vous l'osez, et laissez-moi vous emmener dans cette histoire vraie qui va vous faire questionner la confiance que vous accordez aux inconnus. Imaginez une université animée en pleine ville. Les cours, les examens, les soirées étudiantes. C'est là que notre histoire commence, dans ce tourbillon de jeunesse et d'insouciance. Clara, Sophie et Emma. Trois filles que tout le monde connaissait sur le campus. Pas parce qu'elles étaient impopulaires ou riches, mais parce qu'elles étaient inséparables. Vous savez, ce genre d'amitié fusionnelle qui fait que les gens les appellent le trio, plutôt que par leurs prénoms individuels. Clara était l'intellectuelle du groupe. Toujours le nez dans les livres, prudente, réfléchie. C'était elle qui rappelait aux autres d'étudier pour les examens, qui vérifiait 2 fois avant de prendre une décision. Le genre de fille qui lit les conditions générales avant de cliquer sur Accepter. Vous voyez le type? Sophie, elle, c'était l'artiste, rêveuse, créative, toujours à chercher l'inspiration pour ses peintures. Elle voyait la beauté partout, même dans les choses les plus banales. Spontanée et impulsive, elle était l'opposé total de Clara. Mais comme on dit, les contraires s'attirent. Et puis, il y avait Emma. Emma, c'était la sociale du groupe, celle qui connaissait tout le monde, qui organisait les sorties, qui avait toujours un plan pour le week-end. Charismatique, extravertie, elle était le ciment qui liait les deux autres ensemble. Sans elle, Clara et Sophie ne se seraient probablement jamais rencontrées. Mais attendez, parce que ça, c'est juste la surface. Et comme vous allez le découvrir, ce qui se cache derrière ces amitiés apparemment parfaites peut être bien plus complexe et dangereux qu'on ne l'imagine. Ces trois filles partageaient tout, leur joie, leurs peines, leurs secrets. Enfin, presque tous leurs secrets. Vous voyez, Clara cachait quelque chose, une dette. Une grosse dette étudiante qui l'empêchait de dormir la nuit. Elle venait d'une famille modeste et les prêts s'accumulaient. Mais elle n'en parlait à personne, même pas à ses meilleurs amis. La fierté, vous comprenez? Sophie, elle, avait un rêve. Un rêve si grand qu'il en devenait obsessionnel. Elle voulait exposer ses œuvres dans une vraie galerie, être reconnue comme artiste. Mais après 3 ans d'université, elle n'avait eu aucune opportunité. Le désespoir commençait à s'installer. Et Emma? Emma semblait avoir tout pour elle. Mais au fond, elle était rongée par quelque chose de plus sombre, le besoin constant de validation. Elle avait besoin d'être admirée, d'être au centre de l'attention. Et ce besoin allait la rendre vulnérable de la pire des façons. 3 amis, 3 secrets. 3 vulnérabilités que quelqu'un allait exploiter de manière magistrale. Un vendredi après-midi, alors que les 3 filles prenaient un café dans leur endroit habituel près du campus, Emma reçut un message sur son téléphone. Un message qui allait tout changer. Elle regarda l'écran, fronça les sourcils, puis ses yeux s'écarquillèrent. Elle s'exclama qu'elle n'allait en pas le croire, qu'elle venait de recevoir un message de Victoire Duchamp. La victoire Duchamp. Clara et Sophie levèrent les yeux de leur propre téléphone, intriguées par l'excitation soudaine d'Emma. Sophie demanda avec incrédulité s'il s'agissait bien de la galeriste, celle qui avait lancé la carrière de tous ces artistes qu'elles admiraient. Emma hocha la tête frénétiquement et expliqua que Victoire organisait un week-end exclusif dans sa propriété à la campagne. Un week-end pour découvrir de jeunes talents prometteurs. Et qu'elle voulait qu'elles y aillent toutes les trois. Imaginez la scène. Pour Sophie, c'était comme si le ciel venait de s'ouvrir. La victoire du chant.
Cette femme qui pouvait faire ou défaire une carrière artistique d'un simple coup de fil, l'invitait personnellement. Mais Clara, toujours prudente, posa la question évidente. Elle demanda comment Victoire avait obtenu le numéro d'Emma et pourquoi elle les invitait toutes les trois alors qu'elle n'était même pas artiste. Emma balaya les doutes d'un geste de la main et expliqua que le message précisait que Victoire avait remarqué leur groupe sur les réseaux sociaux, qu'elle représentait exactement le genre d'énergie créative qu'elle cherchait, et que ce n'était pas uniquement pour les artistes, mais pour des jeunes ambitieux en général. Elle cherchait à créer une communauté. Et puis Emma lâcha la bombe qui allait sceller leur destin. Elle leur dit d'attendre, que ce n'était pas tout. Elle révéla que les participants recevraient chacun une bourse de 10 000 € pour financer leur projet. 10 000 €. Là, mes amis, on touche au cœur de ce qui va provoquer la tragédie. L'argent, cette promesse d'une vie meilleure. Pour Clara, c'était la solution à tous ses problèmes. 10 000 €, c'était presque la moitié de sa dette. Elle pourrait enfin respirer. Pour Sophie, c'était la validation qu'elle cherchait désespérément. Si Victoire Duchamp la reconnaissait, c'est qu'elle avait du talent. Pour Emma, c'était l'aventure, l'exclusivité, le privilège d'être choisie parmi des milliers. C'était trop beau pour être vrai. Et vous savez ce qu'on dit des choses qui sont trop belles pour être vraies. Mais il y avait une personne qui ne partageait pas l'euphorie générale. Une personne dont les alarmes intérieures se mettaient à hurler. Clara. Clara exprima ses doutes avec prudence. Elle dit que ça lui paraissait bizarre. Une galeriste célèbre qui invitait des étudiantes inconnues, qui offrait de l'argent comme ça. Elle fit remarquer qu'il n'y avait même pas de site web officiel mentionné dans le message. Emma réagit avec agacement. Elle dit que Clara était toujours comme ça, toujours à voir le danger partout. Que c'était une opportunité incroyable et qu'elle voulait vraiment la laisser passer à cause de sa paranoïa. Sophie supplia Clara de ne pas gâcher cette chance. Elle expliqua que c'était peut-être sa seule opportunité, qu'une vraie galeriste s'intéressait à son travail et qu'elle ne pouvait pas laisser passer ça. Et là, Clara commit l'erreur qui allait la hanter pour le reste de sa vie. Elle céda. Par amitié, par culpabilité, peut-être aussi par l'attrait de cet argent qui résoudrait ses problèmes. Elle accepta avec résignation, mais posa une condition. Elles devaient rester ensemble tout le temps, pas de séparation. Emma répondit avec un air triomphant qu'elles iraient et qu'elle allait répondre immédiatement qu'elles acceptaient. Le week-end commençait vendredi prochain. Et voilà, le piège venait de se refermer. Elles avaient dit oui. Ce qu'elles ne savaient pas, c'est que Victoire Duchamp n'existait pas, que cette invitation avait été soigneusement conçue pour cibler leurs faiblesses spécifiques, que quelqu'un avait étudié leurs profils sociaux, leurs ambitions, leurs rêves et leurs vulnérabilités. Quelqu'un qui cherchait exactement leur profil. Des jeunes filles ambitieuses, désespérées, prêtes à tout pour réussir. Des proies parfaites. Pendant la semaine qui suivit, quelque chose d'intéressant se produisit. Quelque chose que les trois amies n'auraient jamais admis à voix haute. La compétition s'installa. Sophie passa ses nuits à préparer son portfolio. Elle sélectionna ses meilleures œuvres, répéta son pitch dans le miroir, imagina la conversation qu'elle aurait avec Victoire. Dans sa tête, elle se voyait déjà signant un contrat d'exclusivité avec la galerie. Mais il y avait autre chose. Une petite voix insidieuse qui lui murmurait des doutes. Et si Victoire ne choisissait qu'une seule d'entre elles? Et si c'était Emma ou Clara qu'elle préférait? Cette pensée la rendait malade. Elle aimait ses amis, vraiment. Mais cette opportunité était trop importante. Emma, de son côté, voyait déjà plus loin. Pour elle, ce n'était pas juste un week-end. C'était son ticket d'entrée dans un monde exclusif. Elle s'imaginait déjà fréquenter les vernissages, être invitée aux événements VIP, rencontrer des gens influents. Elle avait même commencé à préparer sa tenue, à réfléchir à la meilleure façon de se présenter. Elle voulait briller, être celle que Victoire remarquerait en premier. Et si ça signifiait laisser Clara et Sophie un peu dans l'ombre, eh bien, c'était chacun pour soi, non? Mais c'est Clara qui cachait le secret le plus sombre. Un soir, 3 jours avant le départ, elle reçut un appel de la banque. Sa dette était passée en recouvrement.
Si elle ne payait pas au moins une partie dans les 2 semaines, des procédures seraient lancées. 10 000 euros, c'était exactement ce dont elle avait besoin. Et là, assise seule dans sa chambre, Clara prit une décision qu'elle n'aurait jamais cru possible. Si Victoire ne leur donnait pas à toutes les trois l'argent promis, si elle devait choisir, Clara ferait tout pour que ce soit elle, même si ça signifiait trahir ses meilleurs amis. Vous voyez? C'est ça qui rend cette histoire si troublante. Ces trois filles s'aimaient vraiment. Elles se seraient jetées devant un bus, l'une pour l'autre. Mais la cupidité, le désespoir, l'ambition, ces choses peuvent corrompre même les plus belles amitiés. Et celui qui les avait invitées le savait. Il comptait dessus. Il avait besoin que leur masque tombe, que leur vraie nature se révèle, parce que c'est exactement à ce moment-là qu'elles seraient les plus vulnérables. Le vendredi arriva, le jour du départ. Clara se réveilla avec un mauvais pressentiment. Quelque chose dans son ventre lui disait de ne pas y aller, de trouver une excuse, n'importe quoi. Mais quand elle vit Sophie et Emma qui l'attendaient devant la résidence avec leurs sacs, toutes excitées, elle ne put se résoudre à les décevoir. Le message de Victoire avait indiqué un point de rendez-vous. Le parking d'un centre commercial en périphérie de la ville. Une voiture viendrait les chercher à 14 heures précises. Emma déclara avec enthousiasme que c'était tellement classe, une voiture privée, et qu'elle leur avait bien dit que c'était du sérieux. À 13h55, elles étaient là, debout dans le parking presque vide, leurs sacs à leurs pieds. Le ciel était gris, lourd. Une petite bruine commençait à tomber. Et puis, à 14 heures pile, une Mercedes noire aux vitres teintées entra dans le parking et se dirigea droit vers elles. Le conducteur sortit. Un homme d'une cinquantaine d'années, costume élégant, sourire professionnel. Il se présenta comme Julien, le chauffeur de Madame Duchamp, et leur demanda poliment de le suivre. Il ouvrit le coffre, prit leur sac. Tout semblait normal. Trop normal. Clara hésita une dernière seconde avant de monter. C'était le moment. Le moment où elle aurait pu dire non, faire demi-tour, sauver leur vie. Mais elle ne le fit pas. Elles montèrent toutes les trois à l'arrière de la voiture. Le conducteur démarra. Et c'est à ce moment-là que Clara remarqua quelque chose. Il n'y avait pas de poignées intérieures sur les portières arrière. Son cœur s'accéléra. Elle jeta un coup d'œil à Sophie et Emma, mais elles étaient trop occupées à discuter de ce qu'elles allaient dire à Victoire pour remarquer ce détail. Clara demanda avec une voix légèrement tremblante où ils allaient exactement. Le conducteur répondit calmement qu'il se rendait à la propriété de Madame Duchamp dans les Ardennes. Environ 3 heures de route. Il leur conseilla de se détendre et de profiter du voyage. 3 heures. Elles allaient être dans cette voiture pendant 3 heures, isolées, avec un homme qu'elles ne connaissaient pas. Pendant le trajet, Sophie admirait le paysage qui défilait. Les villes laissaient progressivement place à la campagne. Les maisons se faisaient de plus en plus rares. Les forêts de plus en plus denses. Emma, elle, était sur son téléphone, essayant de trouver des informations sur l'adresse exacte de la propriété. Elle murmura avec confusion qu'elle ne trouvait aucune propriété enregistrée au nom de Victoire Duchamp dans la région. Le conducteur, sans se retourner, expliqua que Madame Duchamp était très discrète et n'aimait pas que son adresse soit publique. Elle comprendrait pourquoi quand elle verrait la beauté du domaine. Cette réponse aurait dû les alerter. Mais elles étaient déjà trop loin, trop engagées. L'excitation était plus forte que la prudence. Après 2 heures de route, ils quittèrent la route principale pour emprunter un chemin forestier. Les arbres se refermaient au-dessus d'eux comme une cage végétale. Le signal du téléphone disparut progressivement. Sophie demanda avec une légère nervosité s'ils étaient sûrs d'être sur le bon chemin. Le conducteur assura calmement qu'ils y étaient presque. Et puis, au détour d'un virage, elles la virent. Une immense propriété. Un manoir de pierre grise, ancien, imposant. Magnifique, mais quelque chose clochait. Les fenêtres étaient toutes fermées par des volets. Aucune lumière visible, aucun signe de vie. Le parking devant le manoir était vide. Pas d'autres voitures, pas d'autres invités. Clara demanda avec inquiétude où étaient les autres participants.
Le conducteur répondit avec un sourire énigmatique qu'elles étaient les premières à arriver et que les autres viendraient franches plus tard dans la soirée. Mais au fond d'elle, Clara savait la vérité. Il n'y aurait pas d'autres participants. Il n'y avait qu'elle, 3 jeunes filles, isolées, en pleine forêt, sans signal téléphonique. Le piège parfait venait de se refermer. La porte du manoir s'ouvrit avant même qu'elle ne frappe. Une femme apparut. La quarantaine élégante, tailleur noir impeccable, cheveux tirés en chignon serré. Son sourire était parfait, trop parfait. Elle se présenta chaleureusement comme Victoire et leur dit qu'elle était tellement ravie qu'elles aient pu venir. Elle les accueillit avec des bises et les fit entrer dans un hall d'entrée somptueux. Lustres en cristal, escaliers de marbre, tableaux de maîtres au mur. C'était magnifique, oppressant aussi. Victoire remercia Julien et lui dit qu'il pouvait disposer. Le chauffeur hocha la tête et repartit vers la voiture. Les filles entendirent que le moteur démarrait, puis le bruit s'éloigna progressivement jusqu'à disparaître complètement. Elles étaient seules avec cette femme. Victoire leur proposa de faire visiter en faisant un grand geste. Elle expliqua que la propriété était immense. 12 chambres, une galerie d'art, une bibliothèque, même une cave à vin exceptionnelle. Pendant qu'elle parlait, guidant les filles à travers les couloirs, Clara remarqua des détails troublants. Les fenêtres, elles étaient toutes équipées de barreaux décoratifs à l'intérieur. Décoratifs, ou pour empêcher de sortir. Les portes, massives, en chêne épais, avec des serrures qui se verrouillaient de l'extérieur. Et surtout, le silence. Un silence écrasant. Pas de bruit de circulation, pas de voisins, rien. Juste le vent dans les arbres au loin. Sophie exprima son admiration devant la magnificence du lieu, mais demanda avec une certaine incertitude quand les autres participants allaient arriver. Le sourire de Victoire se figea une microseconde avant qu'elle n'explique qu'il y avait eu un petit changement de programme. Finalement, ce serait un week-end plus intime, juste elles 4. Comme ça, elles pourraient vraiment se concentrer sur elles, comprendre leurs ambitions, leurs talents. Emma manifesta une légère déception en demandant si c'était vraiment juste elle. Victoire les rassura d'une voix apaisante en disant que ce n'était pas décevant, mais au contraire bien mieux. Plus d'attention personnelle pour chacune. Et bien sûr, les bourses étaient toujours d'actualité. 10 000 € chacune. À la mention de l'argent, Clara vit les yeux de Sophie et Emma briller à nouveau. La déception s'évanouit instantanément. C'est ça le génie des prédateurs. Ils savent exactement quelle corde toucher. Victoire leur demanda alors la permission de leur expliquer les règles de la maison. Ah, les règles! C'est toujours là que ça commence vraiment, n'est-ce pas? Victoire annonça d'un ton qui devint plus ferme qu'elle allait devoir leur confisquer les téléphones. Clara réagit immédiatement avec alarme en demandant pourquoi. Victoire afficha un sourire compréhensif et expliqua qu'elle savait que ça pouvait paraître étrange, mais que c'était essentiel. Ce week-end était conçu pour les déconnecter du monde extérieur, pour stimuler leur créativité sans les distractions constantes de la technologie. Tous ces ateliers fonctionnaient ainsi, et puis, de toute façon, il n'y avait pas de réseau ici. Emma demanda avec hésitation ce qui se passerait si leur famille voulait les joindre. Victoire promit qu'elle pourrait utiliser le téléphone fixe de la maison en cas d'urgence. Une par une, lentement, les filles sortirent leur téléphone et les donnèrent à Victoire. Elle n'avait pas vraiment le choix. Refuser maintenant aurait paru impoli, méfiant. Et surtout, elle voulait toujours cet argent. Victoire rangea les téléphones dans un tiroir qu'elle verrouilla et annonça la deuxième règle. Certaines parties de la maison étaient interdites d'accès, le sous-sol en particulier. C'était là qu'elle stockait ses œuvres les plus précieuses, et l'assurance exigeait que cette zone reste sécurisée. Sophie acquiesça en disant qu'elle comprenait. Victoire se déclara ravie et leur proposa de leur montrer leur chambre. Elles avaient 2 heures pour s'installer et se rafraîchir. Ensuite, elles dîneraient ensemble et elle leur expliquerait le programme du week-end. Elle les conduisit à l'étage. 3 chambres, côte à côte, chacune magnifiquement décorée. Trop décorée.
comme des chambres de poupées dans une maison de poupées géante. Victoire leur souhaita de bien se reposer et leur dit à tout à l'heure. Elle sortit, et elles entendirent distinctement le son d'une clé qui tournait dans la serrure. Elles étaient enfermées. Dès que Victoire fut partie, Clara se précipita vers la porte de sa chambre. Elle essaya la poignée, fermée à clé. Son cœur s'emballa. Elle frappa à la porte de Sophie, de l'autre côté du couloir. Clara demanda d'une voix étouffée mais urgente si les portes de Sophie et Emma étaient fermées aussi. Sophie répondit avec inquiétude que oui et demanda ce qui se passait. Emma tenta de les rassurer en suggérant que c'était peut-être normal, pour la sécurité, et que Victoire allait sûrement revenir les ouvrir avant le dîner. Mais Clara ne se sentait pas rassurée. Pas du tout. Elle retourna dans sa chambre et l'examina attentivement. Grande fenêtre donnant sur la forêt, mais équipée de ces mêmes barreaux décoratifs. Salle de bain attenante, lit king size, bureau ancien, et elle remarqua quelque chose sur le bureau. Une petite caméra, minuscule, presque invisible, cachée dans un cadre photo décoratif. Son sang se glaça. Elle en chercha d'autres, et elle en trouva. Une dans la salle de bain, une autre près du lit. Elles étaient surveillées. 2 heures plus tard, elles entendirent la clé tourner dans les serrures. Victoire ouvrit leur porte avec un sourire radieux et leur annonça que le dîner était servi. Elles descendirent dans une salle à manger somptueuse. Une table dressée pour 4 personnes. Vaisselle fine, verres en cristal, bougies allumées. Tout était parfait. Trop parfait. Le repas commença dans un silence tendu. Victoire leur posait des questions sur leur vie, leurs ambitions, leurs rêves. Elle prenait des notes dans un petit carnet noir. Elle demanda à Sophie de lui parler de son art, de ce qui l'inspirait. Sophie s'anima malgré elle et expliqua qu'elle aimait peindre les émotions humaines, la vulnérabilité, ce qu'on cache au monde. Victoire afficha un sourire énigmatique et dit trouver cela fascinant. Elle demanda ensuite à Clara ce qui la motivait vraiment. Clara répondit avec hésitation qu'elle voulait juste finir ses études sans être écrasée par les dettes. Victoire dit apprécier l'honnêteté et se tourna vers Emma en lui demandant ses motivations. Emma répondit qu'elle voulait vivre une vie extraordinaire, rencontrer des gens fascinants, faire partie de quelque chose de grand. Victoire hocha la tête et déclara qu'elles étaient exactement ce qu'elle cherchait. Cette phrase. Exactement ce que je cherchais. Pas ce dont j'ai besoin pour mon programme. Pas le genre de talent que je veux promouvoir. Ce que je cherchais, comme si elles étaient des objets à collectionner. Le dîner se termina. Victoire leur souhaita bonne nuit et leur dit de bien se reposer. Demain serait une journée intense. Encore une fois, elles entendirent les clés tourner dans les serrures une fois dans leur chambre. Cette nuit-là, Clara ne dormit pas. Elle était allongée dans son lit, tous ses sens en alerte, quand elle l'entendit. Un bruit, venant d'en bas. Du sous-sol. Des voix étouffées. Ou plutôt, non. Pas des voix. Des cris. Des cris qui s'arrêtèrent aussi brutalement qu'ils avaient commencé. Clara se redressa dans son lit, le cœur battant à tout rompre. Elle attendit. Écouta. Silence. Mais elle savait ce qu'elle avait entendu. Le lendemain matin, les portes se déverrouillèrent à 8 heures précises. Les filles se retrouvèrent dans le couloir, toutes trois marquées par une nuit difficile. Emma demanda d'une voix fatiguée si les autres avaient dormi, avouant qu'elle n'avait pas arrêté de faire des cauchemars. Sophie dit que c'était pareil pour elle et qu'elle avait entendu des bruits bizarres. Clara déclara d'une voix grave qu'elle aussi et qu'elle devait parler à Victoire pour lui dire qu'elle voulait partir. Emma hésita et demanda ce qu'il en était de l'argent. Clara répondit fermement qu'elle devait oublier l'argent, qu'il se passait quelque chose de vraiment pas normal ici. Mais avant qu'elle puisse continuer, Victoire apparut en haut de l'escalier. Elle leur souhaita bonjour avec un sourire éclatant et dit espérer qu'elles avaient bien dormi. Le petit déjeuner les attendait. Elles descendirent, Clara en tête, déterminée à exiger des explications. Mais dans la salle à manger, elles découvrirent quelque chose qui les glaça.
La table n'était dressée que pour 3 personnes. Clara fit remarquer d'une voix tremblante qu'il manquait une place. Victoire, toujours souriante, confirma et demanda à Emma de la suivre un instant, car elle avait quelque chose à lui montrer dans son atelier. Emma hésita et dit que c'était maintenant, alors que le petit déjeuner était prêt. Victoire répondit d'un ton qui devint plus ferme que oui, c'était maintenant. Emma jeta un regard inquiet à Clara et Sophie, mais elle suivit Victoire hors de la pièce. Elles entendirent leurs pas s'éloigner dans le couloir, puis une porte s'ouvrir et se refermer. Clara et Sophie attendirent. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Emma ne revenait pas. Sophie demanda avec panique ce qu'elle devait se faire. Clara se leva d'un bond et dit qu'elles allaient la chercher. Elles parcoururent la maison, appelant Emma, fouillant chaque pièce. Mais impossible de la trouver. Et surtout, impossible de trouver Victoire. C'est en cherchant qu'elles découvriront la porte du sous-sol. Une porte massive en acier, verrouillée. Clara colla son oreille contre la porte. Et elle l'entendit, faiblement, très faiblement. La voix d'Emma qui criait. Emma suppliait qu'on la laisse sortir, appelait Clara et Sophie à l'aide. Clara et Sophie se mirent à marteler la porte, à hurler, à essayer de la défoncer. Mais la porte était trop solide. Et puis, soudain, les cris d'Emma s'arrêtèrent. Un silence de mort tomba sur la maison. À cet instant précis, Clara et Sophie comprirent. Emma ne remonterait pas. Victoire Duchamp n'était pas une galeriste. Cette maison n'était pas un lieu d'inspiration artistique. C'était un abattoir. Et elles étaient les prochaines sur la liste. Pendant que Clara et Sophie réalisaient l'horreur de leur situation, à 300 kilomètres de là, quelqu'un commençait à s'inquiéter. Mathilde, la grande sœur de Clara. Clara avait toujours été responsable. Depuis qu'elle était petite, elle appelait sa sœur tous les samedis matins. Sans faute. C'était leur rituel. Mais ce samedi-là, pas d'appel. Mathilde envoya des messages. Pas de réponse. Elle appela, directement sur la boîte vocale. Elle se dit à elle-même avec inquiétude que c'était bizarre. Très bizarre. Elle contacta Sophie et Emma. Même chose. Téléphone éteint. Aucune réponse. L'inquiétude se transforma en peur. Mathilde rappela une amie commune qui étudiait avec Clara. Elle lui demanda si elle savait où les 3 filles étaient reparties. L'amie lui confirma qu'elles étaient reparties pour un week-end avec une galeriste, une certaine Victoire Duchamp. Elles étaient super excitées. Mathilde demanda si elle était sûre de ce nom. Mathilde raccrocha et lança une recherche Google. Victoire Duchamp, galeriste. Aucun résultat. Aucune page professionnelle. Aucun article. Aucune trace. Cette femme n'existait pas. Le cœur de Mathilde s'emballa. Elle appela immédiatement la police. Mathilde expliqua d'une voix paniquée au téléphone avec la police que sa sœur avait disparu avec 2 amis, qu'elles étaient là parties avec une femme qui n'existait pas et qu'il fallait faire quelque chose. Le policier lui demanda calmement de se calmer et expliqua que ça ne faisait que 24 heures et que c'était des adultes. Elles avaient peut-être juste oublié de donner des nouvelles. Mathilde insista en disant qu'il ne comprenait pas, que Clara ne faisait jamais ça. Jamais. Mais les policiers ne la prirent pas au sérieux. Pas encore. Ce n'est que lorsqu'elle mentionna qu'elle avait trouvé les derniers messages échangés entre Clara et Victoire que leur attitude changea. Le policier lui demanda de transférer ces messages et dit qu'il allait ne voir ce qu'il pouvait pas faire. L'équipe cybercriminalité de la police se mit au travail. Ils tracèrent le numéro de téléphone. Un téléphone jetable, acheté en cash. Impossible à tracer directement. Mais ils avaient autre chose. Le dernier message de Clara à sa sœur, envoyé juste avant de monter dans la voiture, disant qu'elle partait pour les Ardennes et qu'elle l'appellerait ce soir. Les Ardennes. C'était déjà ça. Ils contactèrent les opérateurs téléphoniques. Le dernier signal du téléphone de Clara avait été capté par une antenne relais près d'un petit village isolé. Puis, plus rien. Un policier dit à son collègue qu'ils avaient une zone, pas très grande, et qu'ils pouvaient y être en 3 heures. Une course contre la montre venait de commencer.
Mais serait-il à temps? Dans la maison, Clara et Sophie étaient en pleine panique. Elles avaient accouru jusqu'à la porte d'entrée principale, verrouillée de l'extérieur. Les fenêtres, barreaux. La porte de derrière, verrouillée aussi. Elles étaient mortes prisonnières. Sophie répétait d'une voix hystérique qu'il fallait sauver Emma. Clara essayait de garder son calme et lui dit d'écouter, qu'elle devait sortir d'ici maintenant. C'est alors qu'elles entendirent des pas. Lents, méthodiques. Dans l'escalier. Victoire descendait. Mais ce n'était plus la même femme. Le masque était tombé. Son visage était froid, vide d'émotion. Victoire déclara d'une voix monotone qu'elle ne devrait pas être là, qu'elle devrait être dans leur chambre. Clara demanda d'une voix tremblante mais déterminée où était Emma et ce qu'elle lui avait fait. Victoire afficha un sourire glacial et répondit qu'Emma avait servi un but plus grand, comme elles allaient le faire. Clara attrapa la main de Sophie et lui chuchota urgemment de courir. Elles se précipitèrent dans les escaliers. Victoire les suivait, pas pressée. Elle savait qu'elle ne pouvait pas sortir. Clara tira Sophie dans un couloir, puis un autre. Elles trouvèrent une petite pièce, entrèrent et verrouillèrent la porte derrière elles. C'était une buanderie, avec une petite fenêtre, haute, sans barreaux. Clara dit d'une voix haletante qu'elle devait passer par là, par la fenêtre. Elles empilèrent des caisses, grimpèrent. La fenêtre était étroite, mais elles pouvaient passer. Clara brisa la vitre avec une chaise. Le bruit résonna dans toute la maison. Victoire déclara calmement derrière la porte qu'elle ne pouvait pas fuir, que la forêt faisait des kilomètres dans toutes les directions et qu'elles allaient se perdre, mourir de froid, ou pire. Clara ignora Victoire et dit à Sophie de passer en première. Sophie se hissa, passa par la fenêtre, tomba de l'autre côté dans les buissons. Clara commença à grimper, mais la porte s'ouvrit d'un coup. Victoire était là. Dans sa main, quelque chose brillait. Un couteau. Clara hurla à Sophie de courir. Clara passa par la fenêtre juste au moment où Victoire se jetait sur elle. Elle sentit la lame lui entailler la jambe, mais l'adrénaline masqua la douleur. Elle tomba de l'autre côté. Sophie l'aida à se relever. Clara lui cria de se diriger vers la forêt. Vite. Elles coururent. Pieds nus dans les feuilles mortes, les branches leur griffant le visage, les poumons en feu. Derrière elles entendirent Victoire sortir par une autre issue. La chasse avait commencé. Elle courait depuis 15 minutes quand Sophie trébucha sur une racine. Elle s'effondra, sa cheville tordue dans un angle anormal. Sophie gémit de douleur et dit qu'elle ne pouvait plus continuer. Clara réagit avec panique en lui disant que si, qu'elle pouvait, qu'elle devait se lever. Mais Sophie secoua la tête, les larmes coulant sur ses joues. Elle dit d'une voix brisée à Clara de partir, de se sauver, de trouver de l'aide. Clara refusa en disant qu'elle ne la laisserait pas. Sophie hurla presque en lui ordonnant de partir, expliquant que quelqu'un devait survivre pour raconter, pour Emma. Clara hésita. 1 seconde, 2 secondes. Et elle entendit les pas de Victoire qui se rapprochaient. Elle regarda Sophie une dernière fois. Leurs regards se croisèrent, et Sophie hocha la tête. Un adieu silencieux. Clara se remit à courir. Les larmes l'aveuglaient, mais elle courait. Elle courait pour sa vie. Derrière elle, elle entendit Sophie crier. Puis plus rien. Clara courait toujours. Ses pieds saignaient, sa jambe la faisait atrocement souffrir. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Et puis, elle vit quelque chose à travers les arbres. Une route. Une route. Elle se précipita, sortit de la forêt en titubant juste au moment où une voiture de police arrivait. Les policiers freinèrent brutalement. Ils sortirent, choqués par l'état de cette jeune fille couverte de sang et de boue. Clara dit d'une voix brisée qu'il fallait sauver ses amis, que la femme les avait emmenés. Ils l'enveloppèrent dans une couverture, appelèrent des renforts. Clara leur indiqua la direction de la maison. En moins de 10 minutes, une douzaine de véhicules de police convergeaient vers le manoir. Ils défoncèrent la porte d'entrée, fouillèrent la maison de fond en comble. Dans le sous-sol, ils trouvèrent une pièce verrouillée. Ils la forcèrent, et ce qu'ils découvrirent les marqua à vie.
une salle d'opération improvisée, du matériel médical partout, et contre le mur, dans des bocaux de formol, des organes humains. Victoire Duchamp n'était pas une galeriste. C'était une trafiquante d'organes. Elle ciblait des jeunes femmes vulnérables, désespérées, qui ne seraient pas immédiatement signalées disparues. Elle les attirait avec des promesses d'argent et de succès. Et elle les dépouillait, littéralement. Les organes étaient là vendus sur le marché noir à des prix astronomiques. Cœur, foie, reins, tout avait de la valeur. Dans la forêt, une équipe retrouva le corps de Sophie. Elle avait été poignardée plusieurs fois. Elle était morte rapidement. Au moins, elle n'avait pas souffert longtemps. Emma, elle, ne fut jamais retrouvée. Ou plutôt, elle fut retrouvée en morceaux. Les enquêteurs découvrirent qu'elle avait été la première donneuse du week-end. Ses organes avaient déjà été prélevés et expédiés. Victoire Duchamp fut retrouvée 3 jours plus tard, cachée dans une cabane de chasse à 20 kilomètres de là. Elle ne résista pas à son arrestation. Pendant l'interrogatoire, elle ne montra aucun remords, aucune émotion. L'inspecteur lui demanda pourquoi elle avait fait ça. Victoire répondit d'une voix monotone que c'était pour l'argent. Un foie pouvait se vendre 500 000 €. Un cœur, 1 million. Ces filles ne faisaient rien d'important de leur vie. Au moins, leur mort avait servi à quelque chose. L'inspecteur demanda combien il y avait eu de victimes avant elle. Victoire afficha un sourire froid et répondit qu'Emma et Sophie étaient liées les numéros 11 et 12. 11 jeunes femmes avant elle. 11 familles qui n'avaient jamais su. Qui cherchait encore? L'enquête révéla un réseau international. Victoire n'était qu'un maillon. Il y avait des médecins, des acheteurs, des transporteurs. Un système entier construit sur le désespoir et la mort. Le procès dura 6 mois. Victoire Duchamp fut condamnée à perpétuité, sans possibilité de libération. Mais pour Clara, la vraie sentence était à vie. Clara a survécu, physiquement du moins. Mais la jeune fille qui est sortie de cette forêt n'était plus celle qui était montée dans cette Mercedes noire. Les cauchemars ne l'ont jamais quittée. Chaque nuit, elle revoit Sophie, la suppliant de partir. Elle entend Emma hurler dans le sous-sol. Elle sent le souffle de Victoire dans son cou pendant qu'elle court dans la forêt. Elle a dû abandonner ses études. L'université, c'était là où elle avait rencontré ses meilleurs amis. Chaque coin du campus lui rappelait Sophie et Emma. C'était insupportable. Les familles de Sophie et Emma l'ont blâmée pendant longtemps. La mère de Sophie lui demandait à chaque procès pourquoi c'était elle qui avait survécu et pas sa fille. Clara n'avait pas de réponse. Elle se posait la même question chaque jour. Le syndrome du survivant. Un poids qu'elle portera toute sa vie. Elle vit maintenant dans une petite ville, loin de tout. Elle a changé de nom. Elle ne fait plus confiance à personne. Chaque invitation, chaque offre, chaque opportunité déclenche une crise d'angoisse. L'argent qu'elle voulait tellement pour rembourser ses dettes, elle l'a finalement obtenu. Un fonds d'indemnisation pour les victimes. Mais elle n'y a jamais touché. Comment pourrait-elle utiliser de l'argent gagné sur le dos de ses amies mortes? Alors, qu'est-ce que cette histoire nous apprend? Que le désespoir nous rend vulnérables, que la cupidité nous aveugle, que les prédateurs savent exactement comment nous manipuler en touchant nos faiblesses les plus profondes. Victoire Duchamp n'a pas choisi ses victimes au hasard, elle les a étudiées. Elle savait que Clara avait des dettes, que Sophie rêvait de reconnaissance, qu'Emma voulait une vie extraordinaire. Elle leur a offert exactement ce dont elles rêvaient, et elles ont mordu à l'hameçon sans réfléchir. Combien de fois ignorons-nous les signaux d'alarme parce que quelque chose nous semble trop beau pour le refuser? Combien de fois choisissons-nous l'opportunité plutôt que la prudence? Clara a déclaré lors du procès que si elle pouvait revenir en arrière, elle n'aurait jamais monté dans cette voiture. Même si ça signifiait rester endettée toute sa vie. Même si Sophie et Emma ne lui avaient plus jamais adressé la parole. Rien, absolument rien, ne valait une vie humaine. Victoire Duchamp purge sa peine en prison. Mais Clara aussi purge la sienne. Une prison faite de souvenirs, de culpabilité, de « et si ». Et quelque part, dans une autre ville, sous un autre nom, quelqu'un d'autre a peut-être pris la relève.
envoyant des messages prometteurs à de jeunes gens ambitieux et vulnérables. Le réseau a été démantelé, oui. Mais l'appât du gain, le désespoir humain, la volonté de réussir à tout prix, tout ça existe toujours. Alors, la prochaine fois qu'on vous propose quelque chose qui semble trop beau pour être vrai, rappelez-vous cette histoire. Rappelez-vous Emma, Sophie et Clara. Rappelez-vous que derrière chaque opportunité miraculeuse peut se cacher un prédateur qui a étudié vos faiblesses. Si cette histoire vous a glacé le sang, laissez un like. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos histoires vraies. Et surtout, dites-moi en commentaire, auriez-vous accepté cette invitation? Auriez-vous vu les signaux d'alarme à temps? Parce que la vérité, c'est que nous voulons tous croire que ça ne nous arriverait jamais, que nous serions plus prudents. Mais Clara, Sophie et Emma pensaient exactement la même chose. À la prochaine, pour une nouvelle histoire qui va vous rappeler que le vrai mal ne porte pas toujours un masque évident.